Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire. Le catch, chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le Monday Night Raw du 2 septembre à Denver, dans le Colorado. Je suis YRM et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi l'ami Raphaël. Salut Rafa. Yeah, salut YRM, bonne rentrée et bon début du mois de septembre. Ça y est, c'est parti, Denver. Le dernier dinosaure, on est parti. Bon voilà, tu l'as placé très bien. On a déjà le titre de l'analyse, c'est parfait. Petite nouveauté, non pas aux commentaires de Catch-Up, mais aux commentaires de Monday Night Raw, Raphaël, puisqu'un certain Joe Tessitore, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas moi j'ai décidé de le prononcer ainsi, rejoint la team des commentateurs. Le départ de Pat McAfee a créé un chamboulement dans les équipes, et donc c'est Wade Barrett qui se coltine le petit nouveau qui vient tout droit du monde du broadcasting, des commentaires de la NFL, du baseball, de l'UFC. Voilà, visiblement un commentateur rodé. Est-ce que tu as été convaincu ou est-ce que l'absence de Michael Cole se fait déjà ressentir? Alors je sais pas si c'est la configuration terminale ou s'ils vont tester d'autres trucs. Moi je suis content d'avoir Wade Barrett. Pour le petit nouveau, en tout cas, il a un nom de quelqu'un qui utilise sa voix, un tessitore. Je ne sais pas si ça veut dire en italien, mais je n'ai pas été spécialement convaincu. Après, je dirais pas que j'ai trouvé ça non plus catastrophique. C'est pas le niveau de catch-up, on est bien d'accord. Mais bon, on peut lui laisser encore des petits galops d'essai quand même pour voir ce qu'il donne. C'est pas si évident que ça, je pense, comme métier de faire du commentating live. Non, contrairement à ce que semble croire Giscal, c'est un vrai métier, Ouais. avec des compétences. Et effectivement, on va voir si Joe, notre ami Joe, va réussir à prendre le large. Bon, en tout cas, il a réussi quand même malgré tout son exercice. Il n'a pas bafouillé, il a une certaine voix. Mais effectivement, on n'a pas encore toute la niaque que peut avoir Michael Cole. Mais Michael Cole, il est dans une seconde renaissance là depuis quelques années. Donc c'est difficile, c'est le GOAT du commentaire, Michael. Donc forcément, on ne peut qu'être derrière et on lui souhaite donc bonne chance. Rhea Ripley, elle arrive et elle nous souhaite la bienvenue à Monday Night Mami. Alors je pensais qu'elle allait dire Mami Night Raw, mais non, c'est Monday Night Mami. Ce qui s'est passé à Bash in Berlin, Raphaël, d'ailleurs tu as apprécié rapidement Bash in Berlin, le petit détour à Berlin en Allemagne, t'a apporté bretzel et plaisir? Beaucoup de joie. J'ai été très content et je regrette presque de ne pas avoir voyagé en terre teutonne, mais je pense que ça valait le détour, ouais. Ouais, mais en tout cas, ça valait le détour pour les Terror Twins puisqu'ils ont détruit Dirty, ou plutôt Daddy, Dom Mysterio et Liv Morgan, mais c'est que le début. Elle compte bien aller chercher le titre de la championne poids lourd du côté des filles, la World Championnat mondial, World Champion féminin. Dirty Dom, justement, Daddy Dom, il va falloir que je m'y fasse, c'est pas facile, mais Daddy Dom débarque sous les huées. Il a un œil au beurre noir, il a un œil tout noir. Et oui, il a les stigmates de l'affrontement, Raphaël. C'est terrible, une image terrible. Il a l'œil rouge et noir. C'est assez difficile à voir, une ecchymose terrible là sur le visage du fils de Rey Mysterio. Effectivement, Ouais, sacrée blessure là quand même. Je pense que si on avait voulu le reproduire, les maquilleurs de la WWE n'auraient pas réussi, tellement c'est effectivement criant de vérité. C'est à cause du décalage horaire, si le Judgment Day n'a pas réussi à revenir gagnant tout simplement d'Europe. Liv Morgan n'a pas peur de Rhea Ripley, mais elle est un petit peu mal en point. Rhea Ripley qui demande tout simplement à plusieurs reprises à Dirty Dom, à Daddy Dom de se taire. Liv Morgan en fait est là, Raphaël, elle est là, elle attaque Mami dans le dos, c'est le gros bordel. Rhea Ripley qui arrive à choper Daddy Dom dans la foulée, mais Liv Morgan qui vient protéger son chéri, son amoureux, c'est le gros bordel. Et Rhea Ripley qui se retrouve la jambe coincée dans la corde. Ça nous rappelle des images de son jumeau terrible, Damien Priest qui s'est retrouvé dans cette position inconfortable, et justement Damien Priest qui débarque et qui fait fuir le couple diabolique. Rhea Ripley va être tout simplement sur la touche ce soir à plusieurs reprises. Les équipes médicales vont tenter
de prendre soin de Rhea Ripley, mais c'est un animal sauvage qui grogne. Toi qui connais un petit peu ce monde-là, c'est pas facile toujours. Faut réussir à amadouer les animaux sauvages pour les soigner. Est-ce que l'équipe médicale a si bien pris finalement pour soigner Rhea Ripley? Oh bah écoute, j'aurais rêvé d'être dans l'équipe médicale pour essayer d'amadouer Réa, bien entendu. Mais non, oui, je l'ai trouvé un petit peu chochotte. Elle disait attention, attention. Elle disait attention, faites pas mal. Attention, doucement. Je pensais qu'elle allait dire allez-y, opérez-moi sans anesthésie, je m'en fous. Ah Non, oui, non. oui. Elle a fait un peu sa chochotte à la cheville. Elle était attention, oula, doucement. Mais bon, bah, en même temps, c'est vrai que c'était spectaculaire, ce coincé de corde et ça aurait pu lui coûter très cher. Ça devait faire un mal aux chevilles. Ouais, très mal aux chevilles. Donc un gros opener classique, mais qui remet euh, cette histoire qui n'en est qu'à son début. Il l'annonce même entre le Judgment Day et les jumeaux terribles. Derrière ça, on retrouve qui? On retrouve American Made, Made in USA avec Gable qu'en peut plus là des Wyatt Six et de ces défaites qu'ils enchaînent. Il a tout simplement les meilleurs athlètes avec lui. Ce soir, ils vont montrer qu'ils sont justement Made in USA, qu'ils sont American Made et ils affrontent qui ça? Eh ben Otis Tozawa et Maxine Dupuis, donc qui arrivent encore avec la musique de la Alpha Academy. Donc visiblement la Alpha Academy continue. Ils ont effectué leur rentrée, mais avec une nouvelle équipe dirigeante, s'il y en a une. Qui donc va tout simplement se faire démonter par les Creed Brothers et Ivy Neal qui a complètement accepté son nouveau rôle dans cette faction de Chad Gable 2.0. C'est le Dragon Sleeper qui sera placé sur Maxine Dupree après que les Creed Brothers se soient débarrassés de Otis et Tozawa. Et Maxine n'a pas d'autre choix que de taper pour abandonner. Raphaël, derrière, c'est tout simplement le défi qui est lancé à Long Audi la semaine prochaine. Chad Gable, il veut quoi? Il veut un 8-person mixed tag team match. Waouh, ça c'est une stipu qu'on n'a pas souvent, une configuration qu'on n'a pas souvent, là, un match mix par équipe en 4v4. Moi justement qui me disais tiens j'aimerais bien un petit Wargames mix, et ben écoute, on va peut-être en avoir un tout petit aperçu avec les Wyatt Six qui débarquent. Puisque voilà, attention, c'est comme les Candyman, quand tu dis 3 fois leur nom, ou là c'est 6 fois leur nom plutôt, ils débarquent, et Oncle Audi arrive sur scène, tout simplement, il est là, sous le petit tantron, et puis il nous fait voilà une petite tirade, un petit monologue, c'est le silence, il peut toujours entendre, il nous dit tout simplement, Raphaël, voilà, il dit que ça fait 375 jours, quelque chose comme ça, qu'il y a eu le vide, et que c'est tout simplement le décès de son frère, le raccord est fait, sa vie est plus la sienne. Eh bien, si Chad Gable a choisi ce chemin, ce mauvais chemin, eh ben, ils seront là pour collecter la dette. Et donc, le défi est accepté pour les Wyatt Six. Un an déjà. Eh oui, le temps passe vite. Mais la douleur persiste. Ouais, 1 an déjà, le temps passe vite, le temps nécessaire sûrement pour se recollecter, comme disent les Américains, se reconstruire et se relever, puisque tous ces gens-là sont maintenant repartis, même si leur esprit est habité. Écoute, on en a un peu parlé sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs. Bon, cette équipe de Chad Gable, alors déjà je suis d'accord avec toi, c'est pas très logique que quand le chef se barre, ils partent vers... Enfin, j'aurais préféré que la Alpha Academy, ça soit le nom de l'équipe de Gable, quoi. Qu'on les garde Alpha Academy, là, c'est les Brothers, les Creed Brothers et tout ça, et que l'équipe d'Otis, il se trouve un autre nom. J'aurais trouvé ça plus cohérent. Je suis pas très convaincu pour le moment. De toute façon, c'est pas nous la cœur de cible du côté America Made, parce que bon, voilà, c'est très USA tout ça. Le match était plutôt fun et plutôt bon, moi j'ai trouvé. Ouais. Mais bon, c'est une FUD. Voilà, pour le moment en tout cas, je trouve qu'on reste dans les FUD de Bray Wyatt de sur la fin, c'est-à-dire c'est un peu long, c'est un peu répétitif quand même. Je pense que voilà, il y a un côté chaque ville a envie de. Les gens de Denver, ils étaient très contents de voir l'entrée des Wyatt Six, mais nous à la télé, toutes les semaines pareil, ça commence à être un peu répétitif. Mais je suis d'accord que un 8 match, ils ont pas dit Tornado d'ailleurs aussi, Tornado match, je sais plus. Si tu veux, on peut rajouter. Il y a de la place encore, visiblement, là, sur le petit carton graphique. Il me semblait. Mais peut-être pas. Donc, bref, ouais, ça, il y a moyen que ça envoie du lourd, ouais. Ah, ça sera un gros bordel, parce que Tornado, c'est tout le monde est sur le ring en même temps. Bah, il me semblait, mais alors je me trompe peut-être.
Ça me paraît compliqué, surtout avec les affaires qui se passent en ce moment en dehors de la WWE. Mais effectivement, écoute, tu as raison, là tu mets le doigt dessus, c'est que chaque ville veut son petit moment des Wyatt Six qui débarquent, la musique, les You Fucked Up, Holy Shit et l'Uncle Howdy. En plus, comme ce sont une histoire qui ne vit pas du tout dans les PLE. Donc on est vraiment dans du weekly, un petit morceau par petit morceau. En plus, faction assez riche d'un côté comme de l'autre, donc les configurations de match sont quasiment infinies. Et on sait qu'à la WWE, ils aiment bien étirer en longueur ce genre de duel, d'histoire à la semaine, là où effectivement ça peut être très très long. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a vraiment un truc que je regrette un petit peu pour l'instant, et j'espère qu'on pourra y arriver à un moment donné, c'est que j'aimerais bien voir un peu plus Bo Dallas et un peu moins le Uncle Howdy. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé les apparitions de Bo Dallas dans cette histoire, et j'aimerais voir ça, et que effectivement on puisse un petit peu passer le chapitre Gable, quoi. Qu'on puisse voir c'est quoi exactement qui attend les gens qui sont pris à partie par ces Wyatt Six. Pour l'instant, ça a commencé fort. Mais ça prend un petit peu son temps là pour collecter les dettes là. Le collecteur de dettes, c'est un peu long. Pour son temps pour venir, j'ai connu des collecteurs de dettes. J'ai connu le fisc qui était un peu plus efficace. C'est vrai. Zelina Vega et Shayna Baszler accompagnée de Sonya Deville et Zoe Stark, a battu Zelina Vega. Zelina Vega qui elle a des paupières toutes blanches maintenant, c'était assez bizarre là son maquillage. Il y a eu du 619 qui a été placé, de la baston façon UFC, vous connaissez le style de Shayna Baszler, la descente de double genou, hop, et puis Baszler qui lui a mis un énorme coup de genou justement pour la victoire, une petite victoire et une petite défaite pour Shayna Baszler. D'ailleurs derrière on a Lyra Valkyria qui vient faire le save pour Zelina Vega qui était en train de se faire passer à tabac, et Sonya Deville qui prend le micro pour annoncer la couleur pour son clan dont le nom est déjà forcément oublié par toutes et par tous. Derrière on a une petite séquence backstage justement entre Zelina Vega et Lyra Valkyria qui visiblement a une petite idée d'une troisième partenaire. La semaine prochaine ils seront au Canada à Calgary. Je me demande quelle catcheuse canadienne a pour habitude de boucher les trous dans les feux de Weekly. Quel mystère. Oh, on nous a donné beaucoup d'indices quand même. C'est pour ce coup-ci là, on devrait y arriver, mais ça donne envie en tout cas. On a hâte d'être à la semaine prochaine, et le public canadien va exploser, je pense. Il va y avoir une très belle ovation. On a hâte. Ouais, on a hâte. Bon voilà, des choses qui avancent doucement mais sûrement pour cette faction. C'est vrai que c'est un petit peu du mal à se trouver des rivalités qui marquent. C'est pas parce que c'est du weekly qu'il faut pas se bouger un petit peu plus. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois avec ce genre de faction féminine, au lieu d'aller à l'essentiel, on fait des détours pas possibles. Là, on rajoute des pièces encore par-dessus pour arriver à des configurations là, de 3v3 de pièces rattachées là, Vega, Valkyrie et une Canadienne inconnue. Ça sort vraiment du chapeau. C'est pas super excitant. Ce qui est plus excitant du point de vue de Raphaël, c'est CM Punk. Oui. Ça, là par contre, là ça devient du sérieux. Il est là, CM Punk, il a le micro, il vient célébrer avec nous. Il a gagné son match, le strap match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Strap match, c'était le match de la soirée pour toi, j'imagine? En tout cas, c'était le meilleur strap match que j'ai vu de ma carrière, je pense, de fan, parce que d'habitude c'est pourri, mais là c'est bien. Il en a vu 2, mais celui-ci était vraiment très 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 bien. Tout ça c'est réglé, les affaires personnelles sont réglées. Donc après, une fois qu'on a fini de régler les affaires perso, Rafa, on règle les affaires pro, le business. On se souvient à CM Punk où il était arrivé, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il était venu pour pas se faire des amis, mais pour se faire du pognon. Du gros pognon, du flouze, de la maille, des pépettes pour CM Punk. Et donc, il a tout simplement Gunther en ligne de mire. Alors, chapeau à Gunther, l'Autrichien a battu Randy Orton. C'est incroyable, il l'a poussé jusqu'au bout de ses limites. Félicitations. Mais moi, j'ai mis Drew McIntyre au dodo, à la sieste. Donc, profite bien car j'arrive et je vais lui prendre ton
je vais te prendre ton titre, tout simplement. Grosse célébration sur la table des commentateurs. Et qui voilà, Drew McIntyre en hoodie, voilà, sous sa capuche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'homme tout en noir attaquer nos héros préférés, le Claymore Kick, le passage à tabac, c'est le gros bordel. Et surtout, il reprend le bracelet. Je me dis, c'est pas possible, ça va jamais se terminer. Et ben si, ça se termine parce que le bracelet est cassé en 1000 morceaux. Pire encore, il veut lui faire bouffer les perles. C'est dégueulasse, alors qu'il a la bouche en sang. Et derrière, alors qu'il va dans l'ambulance, CM Punk, il le passe à tabac, il continue. L'Écossais est complètement fou. Il l'attaque alors que CM Punk est sur la civière. C'est du gros bordel. Un Écossais, j'ai l'impression que ça a du mal à passer à autre chose, côté Écossais. Bah oui, mais en même temps, il faut digérer cette défaite. On va dire que c'est une certaine logique. On est un partout, donc il faudrait une troisième manche. Et puis on s'approche d'un show qui s'appelle Bad Blood, donc on peut imaginer monter un cran dans la violence. Moi, j'aurais trouvé ça bien que ça s'arrête là, parce que c'est assez classique dans le catch. Le premier match, la revanche, la belle, on fait une phase en trois feuds, enfin une feud en 3 matchs. Ça aurait pu s'arrêter là, mais honnêtement, Gunther, c'est très bien, je trouve, de la part des deux, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, Drew McIntyre, lui, nous disait qu'il voulait se concentrer pour redevenir champion au titre mondial, et c'était CM Punk qui était venu vraiment le tirer par derrière en lui disant attends, on n'en a pas fini. Et là, c'est CM Punk qui nous dit oh là là, maintenant moi je veux être champion, et il se fait tirer par derrière. Très bon match, très bon strap match, mais après ce que Gunther nous a montré, pour le moment, CM Punk, je le vois pas encore assez crédible, même si ça donnera forcément un bon match et une bonne feud. Donc ça me dérange pas que ça continue un petit peu. Gunther a d'autres affaires et on le verra plus tard. Le truc, c'est que t'as raison, il y a un côté... c'était assez visuel quand même, encore une fois. CM Punk en sang, le bracelet qui est pété. Mais ils ont déjà donné cette intensité très tôt dans la feud. On se souvient ils pourront jamais battre ce moment-là où Drew McIntyre est apparu derrière le rideau de fer portant CM Punk sur ses épaules. Oui. Ça, pour moi, ça reste le climax de la rivalité. Donc, là, c'était un peu plus banal. Un heel très énervé qui continue d'attaquer le mec sur sa chaise d'ambulance et tout, on l'a déjà vu. C'était ça va être moins marquant, mais bon, ils ont tous les deux visiblement envie de continuer à mettre de l'intensité. CM Punk a pas peur de prendre cher, donc moi je continue d'apprécier, mais voilà, ils nous livrent une vraie grosse feud. En tout cas, ils vont vraiment aller jusqu'au bout de l'histoire. Ouais, et puis il faut dire qu'il y a du monde qui va aller chercher Gunther. Il n'y a pas que CM Punk. Ouais. Il y en a d'autres. Et justement, un peu plus tard dans la soirée, Gunther est arrivé sur le ring pour évidemment se féliciter lui-même. Il est responsable de cet exploit. L'exploit étant que les Allemands ont battu le record de billetterie, de vente, de chiffre d'affaires lors du PLE. Le record français a été battu. On a trouvé plus gros pigeons que nous. Ils ont plus de sous, ils sont plus riches. Bah oui, le cours de l'euro est plus fort. En Allemagne, première monnaie d'Europe. Première monnaie d'Europe chez nos amis allemands qui ont encore visiblement beaucoup de lingots dans les coffres. Gunther, donc, qui vient se féliciter, il peut dire sans aucun doute qu'il a battu la meilleure version de Randy Orton et la musique de Sami Zayn retentit derrière. C'est le grand retour du Canadien qui aurait pu partir en vacances après ce qui s'était passé face à Braun Breaker. Et ben non, le Canadien remet ça. Alors évidemment, la semaine prochaine, on l'a dit, on est à Calgary, donc c'est-à-dire que la tournée canadienne visiblement commence. En tout cas, un petit détour. C'est vrai que là, on est à Denver, donc on commence déjà à tester le catch en haute altitude. Sami Zayn est très motivé. D'ailleurs, il lui parle d'héritage, le fameux règne intercontinental de Gunther, un truc incroyable. Voilà, il a battu tous les records. Mais quand il pense au titre intercontinental, Sami, il pense à tous ces mecs comme Randy Savage, Le Rock, Cole. Il cite même son patron, Triple H. Il a raison, il faut se mettre bien avec son N+1. Voilà, Bret Hart, évidemment. Un Canadien se doit de citer Bret Hart. Et puis derrière, hop, ça a servi de marchepied pour le titre mondial. Et Gunther, elle a fait la même chose. Et Sami Zayn aussi compte bien faire la même chose après avoir été champion intercontinental. Il veut être tout simplement le World Heavyweight Champion. Donc on a un Sami Zayn très très motivé avec une logique de progression, un plan de carrière là visiblement très bien dessiné.
Gunther dit mais écoute, c'est du grand n'importe quoi. Le nom de Sami Zayn ne restera pas dans l'histoire. C'est vrai que voilà, les gens t'aiment bien parce que tu te relèves toujours. Mais si tu veux une chance pour le titre, mais écoute, ma réponse est non. Et il s'en va. Voilà, Gunther qui refuse un affrontement. Rafa, c'est très très rare. Et Sami Zayn, il l'a repéré tout de suite. Il l'a le pack, il fait hop hop hop. Gunther, où tu vas? C'est la première fois que tu refuses un combat. Est-ce que t'aurais pas un petit peu peur? Parce que je rappelle à tout le monde que je suis le seul à t'avoir battu dans le main roster. Et donc, il va venir chercher Gunther. Tu peux pas te cacher. Et un jour, je serai champion du monde. Eh ben, on a un Sami Zayn surmotivé et on a un Sami Zayn qui monte enfin, ou en tout cas qui se prépare à monter enfin le petit palier supérieur. Ouais, moi je trouve que c'est un très bon choix. Et pour le moment, l'écriture le match n'est pas validé, mais enfin, on sait bien qu'il aura lieu. Je trouve que il est hyper habile le début de règne de Gunther, c'est-à-dire le match contre Orton était une évidence et ils l'ont très bien fait. Et maintenant, en fait, l'autre épine du pied de Gunther, finalement, il y en avait deux. Il y avait ce match un peu bizarre là, à King of the Ring avec ce finish. Et puis il y a quand même cette humiliation à WrestleMania où il a subi la loi de Sami Zayn. Donc c'est presque en fait, j'ai presque envie de dire que c'est presque dommage. Et c'est presque Gunther qui aurait dû appeler Sami Zayn, tu vois. Il aurait presque dû arriver sur le ring et dire ce que je viens de dire là. Voilà, j'ai écrit les promos de Gunther. En toute humilité, il aurait pu dire voilà, ça y est, j'ai effacé le truc, les gens se moquaient de moi suite à King of the Ring, mais ça c'est derrière moi. Maintenant il me reste une chose à régler depuis que je suis dans le main roster, et Sami Zayn, je t'appelle, etc. Eh ben, tu sais quoi, Rafa, je te rassure tout de suite, c'est ce qu'il dira la semaine prochaine. C'est probable. Il se réappropriera l'honneur d'avoir lancé le défi en disant qu'en fait, c'est évidemment qu'il veut effacer cette erreur et il va lui prouver. Tu as raison. Très bien écrit, mais tu as un temps d'avance. Hein, c'est précurseur, évidemment. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'était un peu... voilà, j'aurais bien aimé que Gunther aille un peu plus loin. Il a juste dit non, non. Et il aurait pu citer des trucs, tu vois. Il aurait pu dire non, moi je préfère qu'il y ait un tournoi comme le titre intercontinental ou je sais pas quoi. Et pareil, je trouve que Sami Zayn a mis du temps dans son discours avant de dire oui, c'est moi qui t'ai battu. Il a parlé donc comme tu l'as dit de tous ces gens qui ont été champions intercontinental d'abord et champions du monde après, mais ça a mis un petit peu de temps à démarrer le vrai finalement le vrai seul enjeu qui était cette revanche de WrestleMania. Mais c'est un très bon choix d'affiche, je trouve, et j'ai hâte de voir ça parce qu'il va falloir que Gunther élève le niveau, ce qui n'est pas sa position habituelle. Ouais, effectivement, bien écrit. Tu as raison, tout à fait logique. Et puis ce règne de Gunther qui commence très très fort. Hein, franchement, on en a parlé déjà après dans notre analyse du PLE Bash in Berlin. Première victoire, première défense de titre face à Randy Orton qui était chaud comme la braise, futur Hall of Famer, peut-être l'homme qui battra le record ultime de Ric Flair. En tout cas, si on croit notre précurseur, notre visionnaire, notre Paco Rabanne, Raphaël, ça devrait être la vipère. Je l'espère en tout cas. Voilà, il l'appelle de ses voeux. Voilà. On enchaîne directement avec une seconde rivalité. Effectivement, qui pourrait trouver sa place dans un gros PLE. C'est ce que je disais, du coup, on a quelques prétendants qui viennent un petit peu gratter à la porte de Gunther et c'est plutôt intéressant. On imagine bien effectivement Sami Zayn être envoyé assez rapidement après cet appel du pied là. C'est une fois de plus super bien écrit, très très bien amené et on a vraiment des hauts profils autour de ce renouveau de cette version 2.0 du titre poids lourd. On va redescendre d'un cran si tu veux bien avec la division par équipe féminine. Et oui, Alba Fire et Isla Dawn affrontent Io Sky et Kairi Sen. Mieux encore, elles vont les battre dans un match pour devenir aspirante numéro 1 au titre par équipe. Voilà, des japonaises qui catchent de plus en plus en mode babyface de facto, face donc aux anciennes championnes écossaises qui ont à cœur d'aller récupérer rapido leur titre auprès des championnes actuelles, donc Jade Cargill et Bianca Belair, qui étaient ringside au commentaire pendant le match. D'ailleurs, petite embrouille avec Isla Dawn qui balance Bianca Belair, qui utilise Bianca Belair pour en bouclier humain, alors que Kairi Sen se lance depuis le ring vers l'extérieur. Jade Cargill n'est pas content, voilà, elle a peut-être un petit peu le sang chaud, hein. C'est un peu presque ce qu'on avait essayé de nous raconter à un moment donné, qu'on avait un petit peu mis sur le côté
J'aimerais bien qu'on appuie un petit peu, qu'on passe la seconde là sur cette histoire là de Jade Cargill qui voilà, qui a le sang chaud justement et qui n'hésite pas à frapper, quitte à créer des disqualifications par exemple. Hein, on se souvient de sa première défaite. Bref, c'est la grosse bagarre, le gros bordel, le roll-up qui est résisté par Io Sky et derrière le finisher sur Io Sky, mine de rien, l'ancienne championne hein, pour le compte de 3. Et donc la victoire des Écossaises qui auront donc, je crois, la semaine prochaine. Hein, ça va être vite expédié quand même cette histoire. Un match de revanche pour tenter de récupérer le titre, Rafa. Oui, effectivement. Eh bien, écoute, non, moi la division tag team féminine, je dois avouer que ça me passionne peu. Voilà, les grands mots sont lâchés. Mais visiblement, pas beaucoup de risques, hein, mais bon. oui, mais visiblement, on est les seuls parce que les filles de la division féminine à la WWE, ça les passionne de ouf parce que là, on a quand même plein de meufs toujours, alors que ben bon, c'est comme ça que ça se passe dans le catch, hein, mais par exemple avec une Liv Morgan championne qui reste une championne un peu faible dans l'histoire, hein, qui a toujours été un peu une et bon bah il y a pas grand monde qui vient essayer d'aller la chercher, donc non visiblement c'est important les titres tag team, que ça soit pour Bianca Belair, pour les autres. Bon, c'est voilà, on en a déjà évoqué. Il y a une nouvelle version des Damage Control, un peu plus face finalement, maintenant qu'elles sont à Raw. Je suis pas très convaincu par les anciennes championnes toujours là, les écossaises, mais bon. En tout cas, il y a le mérite d'avoir une vraie scène qui existe avec ces anciennes championnes qui sont des vrais, on va dire une vraie tag team, hein, parce que les championnes actuelles, on sait bien qu'un jour elles vont se mettre sur la gueule. Mais bon, il y a un effort de fait, ça c'est bien. Que ça soit de qualité, bon, reste un petit peu le moment calme du show, mais voilà, je trouve qu'il y a un mérite puisque c'est quand même une ceinture qui est vachement mise en avant dans les Premium Live Events maintenant. Hein, je pense que c'est sur ces 6 derniers mois, elle y a été plus souvent que le titre US ou intercontinental. Donc ça tient le rang. Ça tient le rang. Ça, fondamentalement, ça me passionne pas, mais ça tient le rang. Ouais, bon, bah écoute, c'est plutôt bien résumé, je pense. Merci. On va aller. T'as parlé du titre intercontinental qui n'apparaissait pas autant que les titres tag team féminins. Bah écoute, on va essayer peut-être de corriger le tir, en tout cas en semaine à la télé, puisqu'il y a le fameux tournoi intercontinental que tu as mentionné tout à l'heure, qui continue avec une troisième, le triple frit. Hein, il y en a déjà eu 2 la semaine dernière. C'est Daddy Dom, justement, on en parlait tout à l'heure, qui revient affronter Dragon Lee et Dragunov. Alors voilà, les 2 dragons, voilà. Dirty Dom affronte les 2 dragons, Dragon Lee et il y a Dragunov. C'est le retour de Dragunov, hein. Je me demandais où il était passé, je pensais qu'il était blessé. Visiblement, il tournait un peu sur Main Event. Donc Dragunov qui avait une arrivée assez incroyable, petite rivalité avec Bron Breakker qu'on aimerait bien retrouver assez rapidement, hein, honnêtement. Dragunov, j'aimerais bien qu'on l'envoie rapidement à nouveau dans les pattes de Bron Breakker, parce que ça déménage. Alors, même ce petit Dragon Lee là, ça pourrait aussi. Mais c'est justement bien parti pour Dragunov puisqu'il va remporter cette triple frite. Alors un petit peu aidé par la disparition de Daddy Dom. Qui se fait tout simplement botter le cul par Damien Priest, alors que Carlito commençait à foutre le bordel pour aider son vieux poteau. Mais ça, c'est pas cool, hein, Carlito. On fait pas ça. Et derrière, donc, Damien Priest qui vient botter les fesses de Dirty Dom, Daddy Dom, qui disparaît dans la foule. La baston continue entre les 2 dragons. Hein, c'est la guerre des dragons qui se joue. Le luchador d'un côté, le gros bagarreur complètement taré de l'autre, et Dragunov donc tire son épingle du jeu avec sa torpedo de Moscou, la torpille de Moscou qui touche pour le compte de 3, et donc Dragunov qui se qualifie. Si tu veux bien, je vais parler du 2e match, comme ça on pourra faire un petit package sur ce tournoi qui va voir sa première phase se terminer. L'autre triple frit, c'était une configuration intéressante puisqu'à la base c'était Sheamus versus Ludwig Kaiser versus Bronson Reed, un Bronson Reed qui avait marqué les esprits en passant Braun Strowman à travers un véhicule de service, un véhicule de location. Eh bien Bronson Reed, il est tout simplement couché par le Covid. On lui souhaite un bon rétablissement. C'est pas facile, hein, pour ces gros gabarits là de se choper un Covid. On espère qu'il reviendra très vite. Du coup, la petite astuce scénaristique, Raphaël, c'était de faire revenir Braun Strowman, alors qu'il y a des straps partout, mais en fait il a aucune échymose, aucun bleu. Donc, il est vraiment là dans le Hollywood total, à faire ouïouïouï que j'ai mal, mais ça va en fait. Les médecins m'ont dit, ce qui parle à Adam Pearce, les médecins m'ont dit que je pouvais y aller, je peux y aller.
Alors on dit tu peux y aller? Oui, alors vas-y. Alors du coup il y va, Braun Strowman, et il a eu raison, Rafa. Petite surprise de mon côté, puisque Braun Strowman remporte ce match de gros costaud. Kaiser, Sheamus, Strowman, on peut vous dire que ça a bien décapé sur le ring. Les bras kicks ont été balancés, mais le vilain Pete Dunne qui est au four au moulin, parce qu'il est à partout. Dans tous les shows, y compris à NXT, tire Sheamus en dehors du ring et le frappe avec sa canne irlandaise. Strowman en a profité pour charger Kaiser contre le coin et derrière l'énorme power slam pour donc la victoire de Braun Strowman. Et donc, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais le prochain rendez-vous pour ce tournoi intercontinental est un Fatal 4-Way qui va opposer Jey Uso, tu vas m'aider. Jey Uso, Braun Strowman et donc Dragunov. Et le deuxième qualifié de la semaine dernière, je vais le retrouver. On va essayer de le retrouver ensemble. Je ne sais plus, j'ai oublié qui était le... Moi j'ai un trou, moi aussi, vois-tu. Pete Dunne n'a pas été aussi qualifié, justement? Non, je ne crois pas. Bah si, je crois que c'est lui, je crois que c'est Pete Dunne. Ah, peut-être. Bon, toujours est-il. Qu'as-tu pensé de ces deux matchs de qualif pendant que je recherche le nom du deuxième qualifié? Alors, il est long. Il est long ce tournoi, je trouve. Ah bon? Ouais, un peu. Il y a eu quoi? 4 matchs sur 2 semaines? Ouais. C'est le fait qu'il rajoute en plus un Fatal 4-Way derrière? Ouais, je sais pas. Alors, c'est peut-être pas qu'il est long, mais c'est qu'il y a du monde, dans l'équation, quoi. Ça fait beaucoup de monde. C'est un peu dommage pour Bronson Reed, ça c'est sûr. Ouais. On aurait bien aimé le voir encore. Il est dans une très très bonne dynamique et il assure. Alors espérons que ça sera juste temporaire, mais je suis quand même content parce que Braun Strowman, ça restera toujours un de mes petits chouchous. Et depuis son retour dans cette deuxième run WWE, il est quand même un petit peu en douceur. Alors probablement pour des raisons physiques, on sait qu'il a eu pas mal de soucis de santé. Il a eu sa petite tag team avec Ricochet qui a jamais trop rien donné. Et là, ça fait plaisir de le voir. Moi, j'avais vraiment peur qu'il serve de chair à pâté à Bronson Reed. Déjà, il avait perdu clean il y a quelques temps contre Damien Priest. Ça m'avait moyen convaincu. Enfin, c'est plus le Monster Among Men qu'on avait à une époque qui rivalisait contre les Roman Reigns et les Goldberg et tout ça. Mais peut-être ça reviendra un jour. Il est assez populaire. J'ai tendu l'oreille au moment de sa victoire, du pinfall victorieux. Il y a quand même eu un certain éclat de voix. Donc, ça peut être cool pour lui. Le tournoi, c'est assez prestigieux évidemment, puisqu'on a un champion qui n'a pas vraiment de rivalité contre personne, là, Bron Breakker. Donc ça fait des très bons matchs. C'est un peu les cautions bons matchs de gros fans de catch là, avec Dragunov. Effectivement, Dragon Lee, il est un peu sorti du chapeau quand même, Dragon Lee. Mais il y a du beau monde. C'est quand même, comme tu disais, c'est quand même un peu le bordel, je trouve. Alors parfois c'est un joyeux bordel, parfois c'est un peu trop le bordel. Et c'est vrai qu'avec Pete Dunne qui est là, mais qui est aussi à NXT avec Trick Williams. Qui est le deuxième qualifié. Je viens de vérifier, c'est bien Pete Dunne. Il est dans le Fatal 4-Way. Donc, Ok, c'était bien lui. Quel homme, quel agenda. Mais avec, comme tu l'as dit, le Judgment Day, Damien Priest, Carlito qui reviennent. Bon, voilà, c'est le principe. Enfin, c'est l'avantage d'avoir choisi des triple threats, c'est que n'importe qui peut se pointer. Mais voilà, c'est un petit peu bordélique. Mais typiquement, et c'est même si j'ai adoré Bash in Berlin, c'était le point que je notais et qui est quelque chose qu'on note plutôt sur une longue période de temps, c'est de se dire que cette formule de Premium Live Event à 5 matchs, ça épure un petit peu. Et tu vois, je sais pas si ce match intercontinental, il est probable que le challenger qui soit désigné la semaine prochaine, je sais pas, j'espère qu'il aura un match à Bad Blood, puisque c'est le prochain pay-per-view, Premium Live, mais peut-être que ça va nous faire juste un main event de Raw. Et il y a des gens qui sont un petit peu éloignés des Premium Live, et c'est vrai que les Sheamus et les Pete Dunne, les Ludwig Kaiser, je trouverais qu'ils mériteraient là des petites fenêtres de temps en temps. C'est très bien, ça nous fait des bons weekly, ça nous fait des Raw bien chargés, mais on vit toujours dans ce monde de la WWE avec en tête ce fait de se dire que bon, le Premium Live Event, c'est quand même un peu le niveau au-dessus, et c'est un peu là où vont les plus méritants. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. Ça me prouve que la carte, l'écurie de la WWE, elle est remplie de très bons catcheurs, et il faudrait peut-être varier un petit peu plus, puisque quand même on a, à part avec les Cody Rhodes et machin, on a quand même un peu toujours les mêmes dans les Premium Live Events, et il y a de la place. Donnez-leur de la place à ces mecs-là.
Ouais, non, mais c'est vrai que t'as raison. C'est un sujet qui revient assez souvent. Bah, à chaque fois qu'on analyse un PLE européen ou international avec cette Formule 5, c'est que bah, bon, on l'a dit déjà, le SmackDown limite fait partie à moitié du PLE ou c'est une espèce de super kick-off avec beaucoup de défense de titre, mais tu restes quand même cantonné à du SmackDown. Honnêtement, moi, tous les SmackDown qui ont lieu juste avant les week-ends de PLE, donc les Game Shows de SmackDown. J'ai parfois un petit peu du mal à les regarder parce que bah, le temps que je m'y mette, en fait, il y a déjà le PLE qui arrive. Et du coup, toi, je suis pas hyper à fond dedans et du coup, c'est pas génial pour les mecs qui bah, ont leur title shot sur les titres secondaires ou les titres tag team masculins. Bon, ils sont à peine défendus, mais ça, c'est encore une autre question. C'est peut-être une autre conséquence de tout ça. C'est qu'effectivement, on se retrouve avec des weekly surchargés de tournois, surchargés de matchs de first contender et en plus maintenant avec des matchs pour les titres. C'est vrai qu'avant on avait les matchs les tournois ou les matchs de first contender en weekly et ça se réglait voilà devant 15 000 personnes ou 40 000 personnes pour le Big Four, y compris pour les titres secondaires. Tu regardes n'importe quel pay-per-view, euh, n'importe quelle version d'il y a 5 ou 10 ans ou il y a 15 ans de ces mêmes pay-per-view qui ont les mêmes noms, les backlash ou n'importe quoi, t'avais 6-7 matchs et t'avais les matchs de 3 ou 4 minutes sur des rivalités de low card sans grands enjeux mais qui permettaient de faire respirer les PLE. Ah, c'est vrai que tout est très 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 costaud weekly, c'est très 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 chargé. Alors bon, on va pas on va pas se plaindre parce que c'est quand même ça de facto ça augmente la qualité intrinsèque des weekly notamment en termes d'intensité dans la carte. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que ces mecs-là qui se bagarrent semaine après semaine, presque contrairement aux mecs qui ont leur match assuré sur les PLE, c'est-à-dire les champions du monde, qui eux se contentent de 2-3 affrontements au micro, t'as tous les mecs qui se tapent sur la tronche toutes les semaines et qui ont pas la petite récompense au bout d'avoir le gros match pour le titre au PLE, et ça c'est dommage, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Bah tu vois, tu parlais des titres tag team masculins. Je viens de vérifier, sincèrement, je ne me souvenais plus que ce soit à Raw ou à SmackDown. Je me souvenais plus que c'était encore le Judgment Day qui les avait à Raw et le Bloodline à SmackDown. Ok, ouais, ça reste bizarre, ouais, c'est effectivement vrai. Bah justement, bah tu fais bien d'en parler. Finn Balor et JT McDonough, donc les champions par équipe côté Raw, affrontaient ce soir Damian Priest et un partenaire de son choix. Ce partenaire mystère était un petit peu le fil rouge du show rouge puisque c'est tout simplement Rhea Ripley qui s'est chargée de faire les entremetteuses. Elle avait un petit contact personnel en la personne de Jey Uso. Alors c'était le mystère était pas total parce que il va dire que ça faisait des gros clins d'œil blink blink à l'écran avec des gros sous-entendus et des hits dans tous les sens. Juste avant, petite séquence sympa. Ça j'aime bien pour les fans de continuité. On a eu une petite passe là entre Damian Priest et Jey Uso qui ont enterré, on va dire, la hache de guerre. En tout cas, qui ont convenu que leurs ennemis communs faisaient d'eux des amis d'un soir et que effectivement ils sont passés à autre chose. Ils sont plus ceux qu'ils étaient quand ils étaient mis sur la tronche, parce qu'entre le Judgment Day et puis les Usos, il y avait eu pas mal de bad blood justement. Mais bon, voilà, avant ils étaient sans amis, aveuglés par la famille comme DJ, mais aujourd'hui il y a du respect. Yeet, et c'est parti pour le main event. Et ouais, c'est le main event de ce soir. Alors dommage, mais c'était pas un match pour le titre. Ouais, toi, même quand ils sont là, les champions, c'est même pas pour le titre. Alors tu me diras si tu as pensé que c'était dommage. Un gros match quand même, du 2v2 avec les cadors un peu du show rouge. Damian Priest, Jey Uso, Finn Balor et JD McDonough. Voilà, ça va dans tous les sens, ça claque fort, ça fait plaisir. Finn Balor, voilà, retrouvé, remotivé. JD McDonough, c'est le crash test de mise, ce mec-là. Il va le dingue dans tous les sens. Il se prend des enchaînements de super kick et de spear. Les deux Irlandais là, la team d'Irlandais souffre beaucoup. En particulier le petit JD du Judgment Day. Balor qui distrait l'arbitre. Alors que Jay était monté sur le coin pour faire son saut carpé de la grenouille et Liv Morgan, l'affreuse, débarque pour faire tomber Jey Uso. Balor prend le tag, le sling blade derrière, ça part dans tous les sens. On fait des coups de grâce
sur Jay, le moonsault pour couvrir Jay, mais Damien Priest qui vient tout casser et c'est Rhea Ripley qui arrive derrière en béquille pour nettoyer tout ça, alors que Liv Morgan était en train de foutre le bordel en attirant l'attention de l'arbitre depuis la table des commentateurs. Morgan qui s'échappe comme Daddy Dom par la foule, et c'est l'avantage qui est repris par Jay et Damien Priest qui vont remporter le match avec un petit enchaînement en Razor Edge splash pour le compte de 3, et donc le show se termine, Raphaël, avec une victoire de Damien Priest et Jey Uso face aux champions tag team. Moi je dis tout ça, allez, ça mérite un petit title shot en weekly. Évidemment. Mais oui, mais alors du coup, soit c'est moi qui n'ai rien suivi, soit on est d'accord que les champions ne viennent même pas avec leur ceinture. Ils avaient pas ils se baladent pas avec leur ceinture. Si, ou c'est moi. Je ne sais pas, il faudrait revoir les images. Oui, c'est ça. Parce que c'est très possible, et ça en dit suffisamment long sur. C'est terrible. Cette division, ce championnat tag team là depuis 3 ans, il y aurait pas mal de choses à dire. Depuis que le Judgment Day, depuis notamment avec l'unification qu'avait fait le Judgment Day, pourtant il y a du beau monde. Ils ont des beaux porteurs. Voilà, les ceintures sont portées par des belles superstars de haut calibre. Mais alors les mecs visiblement préfèrent venir en jogging, comme ça ils ont pas besoin de mettre leur ceinture. En fait, c'est-à-dire c'est ça, il les donne aux deux factions les plus dominantes, les Judgment Day d'un côté et la Bloodline de l'autre, mais ils ne s'en servent pas. Donc en fait, c'est presque ces mecs-là n'en ont pas besoin. À SmackDown, très honnêtement, les Tamatonga et machin, ils ont pas besoin d'avoir les ceintures pour être impressionnants. Au contraire, ça serait sûrement plus utile à d'autres gars. Donc oui, c'est une vraie question. Alors je sais bien que je regarde Raw et SmackDown parfois d'un petit œil parce qu'on a toujours beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas le souvenir qu'ils se trimballent beaucoup avec leur breloque, effectivement. Donc, mais oui, ça mériterait un petit title shot. Moi, je suis toujours Jey Uso, il m'impressionne parce que honnêtement, ça fait 6 mois qu'il fout rien quand même. C'est pas qu'il fout rien. Il a des matchs, il en gagne, mais il n'a pas de feud. Le mec n'est dans rien. Il est dans aucune intrigue. Depuis qu'il a battu son frère à WrestleMania, il est là. Bon, de temps en temps, il y a des tournois. Alors il les gagne parce qu'il a envie d'avoir le titre intercontinental ou le titre mondial parfois. Mais c'est vraiment un petit peu la carte joker des gentils là qui sortent Jey Uso. Ça peut être Sami Zayn qui le sort, ça peut être je sais pas demain CM Punk, ça peut être voilà, il est copain avec du monde, il est content et la foule est très contente de le voir à chaque fois. Donc c'est bien, il a raison, il est plutôt à un rythme il est à un rythme calme, mais il va sûrement devoir reprendre un petit peu du service, mais oui la carrière de Jimmy Uso elle est bien. Elle est sympathique. Ouais. Jay en plus on se souvient qu'il avait chopé le titre de top catcher de l'année dernière. Ah oui. Souvenez-vous quand même, catch-up. Là, je pense que c'est le hold-up. Il a fait vraiment le hold-up et là maintenant il est en semi-retraite quoi. Ouais, non, mais je pense que tu vois, on dit que les mecs s'intéressent pas au titre tag team, mais je pense qu'ils en ont rien à foutre des catch-up awards et ça fait mal. Ça fait très mal. Encore plus que des titres tactiques, visiblement. C'est pas hit, c'est pas hit, c'est pas cool. C'est pas cool. Non. Mais sinon, pour analyser, c'est une formule assez classique, avec les factions à la WWE. Ils nous font l'ouverture, ils nous font la fermeture. Tout le monde intervient avec tout le monde, et puis, comme on le sait bien, de toute façon, qui gagne ou perde, on s'en fout un peu. Ça fait toujours une bonne recette auprès de la foule. Rhea Ripley qui revient avec sa béquille, là la foule était en feu parce que Rhea Ripley elle est au top. Tout le monde est au top. En vrai, tout le monde, les méchants comme tu dis, le JD là, il rebondit dans tous les sens et il est jamais mort. On dirait un personnage des Looney Tunes de Tex Avery là, on dirait le coyote. Et non, c'est fun. Après voilà, c'est fun. On n'a pas besoin d'en avoir plus à vrai dire. C'est fun. La victoire de Rhea Ripley fait qu'on aura effectivement sûrement un nouveau shot contre Liv Morgan et ça c'est plutôt bien. Peut-être qu'on va nous réveiller un peu les ceintures tag team quand même pour qu'il y ait un peu d'intérêt. Et puis Jey Uso on le verra bien la semaine prochaine pour les matchs intercontinentaux. Donc voilà, on va dire qu'on a les meilleurs de la division aux meilleures places, puisque il y a plein de gars très bien, mais voilà, Gunther était un peu plus en retrait au milieu ce soir et Drew McIntyre et CM Punk aussi, mais non, c'était plutôt fun. Moi, j'ai trouvé. Écoute, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux nous dire que c'était fun, tu vas pouvoir le dire, le valider, le certifier.
est-ce que tu veux bien nous partager pour ce Monday Night Raw du 2 septembre qui a été tout en haut du plateau du Colorado, nous partager ton top, ton flop et ta note, Raphaël, s'il te plaît. Bah, c'est pas évident les top et flop. Hein. On a un show qui est solide et qui est bon. Ouais. Moi, je trouvais que tout m'a bien plu. Enfin, beaucoup de choses m'ont bien plu. Je vais donner mon top à Rhea, allez quand même, parce que je trouve que c'est la top star du moment, notre Rhea Ripley. Mais voilà, que ce soit les progressions de rivalité avec CM Punk, avec Sami Zayn, avec les uns et les autres, c'était plutôt cool. Bon, bah le moment qui moi m'intéresse moins, effectivement, c'est la division tag team féminine. C'est peut-être sévère de mettre le flop, mais je vois pas trop autre chose, donc je vais mettre le flop à ce moment-là. Et je pense qu'on sort avec un bon 4. C'est pas le show de l'année dans le sens où il n'y a pas des grosses surprises, il n'y a pas des retours, il n'y a pas des titres qui changent de main, il n'y a pas eu beaucoup d'enjeux. On avance doucement vers Bad Blood, mais Bad Blood est encore loin. Hein. C'est début octobre, on n'a pas de show en septembre, donc on prend du temps. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon show du Colorado, non? Qu'en as-tu pensé, toi, Yerem? Ouais, c'était un bon show du Colorado, bien configuré, fort sur ses appuis, quoi. Presque sans rien qui dépasse. Pour mon flop, moi, je vais le donner à cette petite rivalité qui se dessine là pour Pure Fusion Collective, là, Baszler. Enfin voilà, Sonya Deville qui nous fait un discours comme quoi elles vont écraser la division féminine, et elle commence en s'en prenant à Zelina Vega, Lyra Valkyria, et on va nous sortir Natalia du chapeau. Dans le genre gros statement quand tu veux marquer le coup. Ah ouais, mais est-ce que ça serait pas un potentiel top de la semaine prochaine, Natalia? Ça pourrait être, et ben quelqu'un me prouve que j'avais tort. J'en serais le premier ravi. Pour mon top, c'est vrai qu'il y a eu c'était du solide. Bah moi je vais le donner à qui? Je vais le donner à quoi? Ouais, je vais le donner à Damian Priest et ouais, je vais le donner à Damian Priest. Je l'ai donné à Ripley, je le donne à Damian Priest qui a du mérite malgré tout à rester là au top avec Mamie là, mais il y a rien qui m'a particulièrement qui ressort particulièrement. Ouais, le Judgment Day au global, on va dire le Judgment Day au global qui m'ont encore bien diverti du début à la fin pour cette semaine. Bravo à eux. Pour ma note, je vais aller un petit peu en dessous du 4, histoire de marquer le coup. Je vais donner un 3,75. Histoire d'être un petit peu sévère, justement, parce que voilà, c'est presque trop sage, finalement. Presque un petit peu trop sage. Au lendemain d'un PLE. Qui était sage aussi, hein, faut le dire. Oui, c'est vrai. Un très beau PLE, mais ça reste la petite remarque que l'on peut faire et qu'on a fait, c'est que sur un long terme, on se rend compte qu'il y a un rythme de PLE internationaux qui reste assez sage, pas beaucoup de changements de ceinture à part les tag teams féminines, ça reste léger. Mais on sait, voilà, c'est un peu, on sait pas trop. Enfin, moi, je suis assez curieux de ce Bad Blood, hein, parce qu'ils ressortent un nom qui n'a pas été utilisé depuis 20 ans, je pense. Et ma 20 ans pile, hein, ça fera 20 ans pile. La dernière fois, c'était effectivement en 2004. Le main event, c'était Triple H contre Shawn Michaels dans un match Hell in a Cell. Aura-t-on une grosse tipu comme il y a 20 ans? Ben en fait, c'est ça, c'est que je me dis que s'ils ont décidé ce changement de nom, parce que des noms, ils en ont à l'appel à la WWE quand même, c'est qu'ils ont envie d'en faire un truc, tu vois. Donc, je suis un peu curieux. Il y a des matières, clairement, surtout la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre, mais plein d'autres, que ce soit la Bloodline à SmackDown ou d'autres choses qui se passent avec le Judgment Day. Il y a matière, ou les Wyatt Six, peut-être le début des Wyatt Six en Premium Live Event, je ne sais pas. Ah oui. J'aimerais bien qu'on soit un peu surpris et pas qu'on ait juste une carte qui ressemble à Bash in Berlin ou qui ressemble à Backlash ou à quoi que ce soit. Croisons les doigts. Je suis d'accord, un petit peu de nouveauté, effectivement, qu'on donne un petit peu la place à tous ceux qui nous divertissent semaine après semaine. Allez, je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer aucun épisode, Raphaël, c'est simple et c'est gratuit. C'est ça qui est important également. Hein, exactement. Pour le moment.
Profitez-en. Pour le moment, voilà. Les champions tag team ne mettent pas leur ceinture, mais je sais que vous, Français, francophones, on doit se serrer la ceinture chaque mois, et donc on vous propose du contenu catch chaque semaine gratos. Elle est pas belle la vie. Allez, pour ne manquer donc aucun épisode, il suffit de s'abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur YouTube, les réseaux sociaux, vous les connaissez, c'est Catch-Up CDC. Le lien vers notre Discord, comme l'a dit Raphaël hier, est dans la description. Je te remercie, Rafa, de m'avoir rejoint dans les studios pour cette rentrée qui annonce, on ne sait pas trop quoi est-ce que ça annonce justement pour la WWE, cette période parfois un peu calme, la rentrée automnale, des fois c'est un petit peu calme. Est-ce que Bad Blood va venir réveiller tout ça? On sera là pour le voir. On sera là pour le voir. Alors on espère que ça sera du Bad Blood positif, puisque en ce moment, et je le mentionne quand même, dans le catch français en tout cas, on apprend des choses pas très belles. Donc on n'est pas très très content, on est un petit peu triste à Catch-Up de savoir qu'il peut se passer des situations d'omerta, de domination, etc. C'est très rigolo quand c'est scénarisé sur le ring. C'est pas rigolo quand c'est dans la vraie vie. Donc voilà. Soutien à celles et ceux qui en parlent et il faut en parler. Et voilà, nous on préférerait commenter juste des mecs qui passent à travers des tables, mais voilà, juste pour rigoler quoi. Ouais, exactement. On va se quitter là-dessus, si tu veux bien. Rendez-vous donc à très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Rendez-vous à très bientôt. Ciao. Le retour de Kane, peut-être, à Bad Blood ?